En août 1883, dans les Black Hills du territoire du Dakota, l'atmosphère était lourde de l'arôme de pin et du bourdonnement des insectes en cette fin d'été. Alors que toute personne prudente aurait choisi de construire sur la vaste prairie plane et ensoleillée, Soren Lund en était ostensiblement absent. Au lieu de cela, il était dissimulé dans l'obscurité, niché dans une crevasse fraîche et sombre formée par deux immenses formations granitiques qui saillaient du sol, ressemblant aux restes squelettiques d'une créature colossale enfouie. De loin, ses voisins l'observaient défricher assidûment les broussailles. Ses efforts ne visaient pas une parcelle de terrain spacieuse et désirable, mais plutôt un canyon étroit et sombre, d'à peine 20 pieds de large. Pendant des jours, il utilisa méticuleusement un fil à plomb et une ligne de mesure, non pas pour tracer une fondation conventionnelle dans la terre, mais plutôt pour évaluer les dimensions de la roche elle-même, si difficile à travailler. Briscoe Tate, un charpentier très habile, à qui l'on attribuait la construction de la moitié des habitations de la colonie, observait attentivement depuis sa propre véranda. Il demanda « Mais qu'est-ce que ce Danois essaie de faire ?» s'adressant à Rufus Nye, le charron de la communauté, qui s'était arrêté pour observer la scène particulière. Il y a 100 acres de terre de premier choix disponibles. Pourtant, il choisit le seul endroit où l'on ne peut même pas manœuvrer une charrette. Rufus Nye, un individu pragmatique, bien au fait des caractéristiques du bois et du métal, secoua simplement la tête. Il prend les mesures des pierres. Il m'a informé qu'il avait l'intention de construire sa demeure au milieu d'elle, en utilisant les formations rocheuses comme murs. Briscoe Tate laissa échapper un rire bref et cinglant. « Une tombe en pierre, vous voulez dire ? Cet homme doit être fou. Ce granit aspirera toute la chaleur de son corps. En janvier, il agira comme un énorme absorbeur de chaleur. En clair, de la glace se formera sur les surfaces intérieures de ces murs. Souvenez-vous de ma prédiction. » Cette opinion se répandit rapidement dans la petite colonie, telle une traînée de poudre. Ils surnommèrent son projet « la folie de Lund », discutant de l'humidité omniprésente, de la pénombre perpétuelle et du danger inhérent des chutes de pierre. La sympathie s'étendit à sa femme, Tyra, et à leurs jeunes enfants, Axel et Freya, qui devaient, pensait-on, souffrir de l'entreprise mal conçue de leur père. La dérision à laquelle ils furent confrontés fut persistante et certaine, découlant des dures leçons apprises dans un territoire impitoyable envers la folie. Il était de notoriété publique que la construction impliquait des rondins, méticuleusement scellés, et un grand poêle en fer maintenu allumé tout l'hiver. Cette méthode établie était précisément ce que Soren Lund, l'individu réservé originaire d'une nation maritime, était perçu comme exécutant incorrectement. Quelle perspicacité ce modeste charpentier de marine danois pouvait-il bien posséder concernant la masse thermique et l'absorption d'énergie solaire? Des concepts que même les constructeurs les plus expérimentés de la région, des individus qui avaient enduré de nombreux hivers du Dakota, avaient entièrement négligés. Restez à l'écoute et cliquez sur le bouton d'abonnement. Je vous assure qu'à la fin de ce récit, vous comprendrez comment une pierre ordinaire est capable de surpasser l'efficacité même du poêle en fer le plus cher. De plus, vous découvrirez comment toute une communauté a tiré une précieuse leçon de modestie de la personne même qu'ils avaient tous méprisée comme un imbécile. Aussi, pourriez-vous me rendre un service? Veuillez m'informer dans la section des commentaires de votre lieu de visionnage. Il est toujours fascinant d'observer la vaste portée de ces récits historiques. Soren Lund n'était ni un agriculteur, ni un pionnier professionnel. Sa profession était celle de charpentier de marine, étant né et ayant grandi dans une modeste communauté portuaire le long de la côte danoise. Si ses mains étaient habiles avec le bois, leur expertise résidait spécifiquement dans la construction de coques et de quilles, fabriquant des compartiments confinés conçus pour résister aux forces implacables et fluctuantes de l'Atlantique Nord. Il percevait l'isolation non pas comme un luxe, mais comme une condition préalable absolue à la survie. Il possédait une compréhension innée de la manière dont diverses substances retenaient et dissipaient l'énergie.
Reconnaissant les propriétés thermiques distinctes d'une coque en bois par rapport à une coque en fer, et reconnaissant la formidable puissance de la lumière du soleil sur un pont sombre et goudronné. Il avait amené son épouse, Thyra, et leurs enfants, Axel, âgé de 8 ans, et Freya, âgée de 6 ans, aux États-Unis, attirés par la perspective de posséder des terres. Cependant, leur premier hiver dans les Black Hills, plus précisément l'hiver de 1882, s'avéra être une expérience d'apprentissage exceptionnellement rude. Ils avaient construit une cabane conventionnelle, à l'image des pratiques de tous les autres. C'était une structure simple faite de pin abattu, scellée avec un mélange de boue et de mousse. Un poêle en fonte occupait la position centrale. Bien que cette conception ait été adoptée par d'innombrables pionniers à travers la frontière, elle s'est avérée être une catastrophe thermique absolue. Cet hiver-là est resté gravé dans la mémoire de Søren, une sensation glaciale au ventre. Il se souvenait distinctement de voir son propre souffle se condenser dans l'air de la cabane, malgré la chaleur intense rayonnée par le poêle. Il pouvait encore imaginer la fine pellicule de glace se formant sur la surface intérieure du mur nord, un motif givré de défaite qui semblait se moquer de tous ses efforts. Thyra, quant à elle, s'occupait constamment à enfoncer des chiffons dans les crevasses qui apparaissaient sans cesse entre les rondins. Axel et Freya, les enfants, n'ont jamais connu de véritable chaleur. Ils dormaient emmitouflés dans des manteaux, blottis sous une vaste pile de courtes pointes. Le froid extrême du sol le rendait impropre à tout jeu. Même un seau d'eau placé à seulement 3 mètres du poêle ardent développait une couche de glace le matin. Le problème ne venait pas du poêle lui-même. C'était une unité robuste et bien construite qui consommait du bois avec une efficacité alarmante. La véritable difficulté résidait dans la cabane elle-même. C'était essentiellement une passoire. Søren, doté de l'esprit analytique d'un constructeur naval, percevait les principes physiques derrière ce dysfonctionnement avec une précision frappante. Il observait la chaleur qu'il générait avec tant de peine se dissiper dans l'environnement glacial par de nombreuses voies. La cabane de pionnier, conclut-il, n'était pas une habitation, mais plutôt un appareil conçu pour consommer du bois. Pendant ce premier hiver, il a consommé 12 cordes de précieux pin abattus à la main. Pourtant, malgré tout ce travail ardu, le résultat n'était qu'une simple subsistance, pas un véritable confort. Il jura que sa famille ne souffrirait plus jamais d'un tel hiver. Les lacunes de la cabane typique n'étaient pas exclusives à Sørenlund. Elles représentaient une réalité répandue de l'existence à la frontière. Cette difficulté était si répandue qu'elle était simplement considérée comme un aspect inhérent de la vie. Le problème n'était pas une construction de mauvaise qualité, car Briscoe-Tate était un artisan expert. Ces cabanes présentaient des coins à queue d'aronde ajustés avec précision et un calfeutrage méticuleusement appliqué. Le problème fondamental, cependant, venait de la physique. Une cabane en rondin typique dissipait la chaleur par 3 mécanismes principaux. Le premier étant la conduction. La chaleur, en tant qu'énergie cinétique, se déplace intrinsèquement vers les zones plus froides. Même avec une épaisseur de 10 pouces, les minces rondins de pin possédaient une valeur R comparativement faible, qui quantifie la résistance thermique. La chaleur produite par le poêle traverserait littéralement le bois massif. Progressivement, molécule par molécule, elle s'infiltrerait dans l'air extérieur glacial. Placer une main sur l'extérieur d'un mur en rondin en hiver permettrait de percevoir cette chaleur qui s'échappe. C'était comme essayer de transporter de l'eau dans un seau perforé. Le deuxième coupable, plus puissant, était la convection. L'air froid, plus dense et plus lourd que son homologue chaud. Il localiserait invariablement chaque fissure, chaque joint autour des fenêtres et chaque vide dans le calfeutrage. Il s'introduirait à l'intérieur, délogeant l'air chaud précieux, qui monterait ensuite et s'échapperait par des ouvertures comparables dans le toit ou le plafond. Ce processus générait des courants d'air continus et imperceptibles. On pouvait allumer une bougie et observer sa flamme vaciller et scintiller, révélant ainsi les courants d'air froid invisibles
traversant l'espace. Ce phénomène obligeait les familles, comme celle de Rufus Nye, à confiner leur vie à un petit périmètre autour de leur poêle. Les sections éloignées de la pièce enregistraient fréquemment des températures seulement légèrement supérieures à l'environnement extérieur. Le troisième mécanisme impliquait le rayonnement. Chaque quantité chaude émet de la chaleur sous forme d'énergie infrarouge. Les murs intérieurs chauffés, le poêle et même les occupants projetaient continuellement leur chaleur vers les murs extérieurs plus froids, qui rayonnaient ensuite cette énergie dans l'immense vide glacial de la nuit du Dakota. Soren reconnut que le simple fait de générer de la chaleur supplémentaire ne suffirait pas à maintenir la chaleur. Cette approche constituait une lutte futile, une lutte à laquelle il avait à peine survécu l'hiver précédent. Il devait empêcher la perte de chaleur. Son objectif était de construire non pas une simple habitation, mais un accumulateur thermique. Pour y parvenir, une masse substantielle était nécessaire, plus précisément, les ailettes de granit. La construction de la Folie de Lune commença fin août, devenant une source perpétuelle d'intrigue et de divertissement pour la communauté. Soren a choisi de ne pas poser une fondation conventionnelle à 4 côtés. Au lieu de cela, il a creusé 2 tranchées profondes et parallèles destinées aux pierres de fondation, s'étendant d'une face d'ailette de granit à l'autre. Celle-ci servirait de support aux murs avant et arrière de sa cabane. Les formations rocheuses colossales et inébranlables, naturellement érodées et lissées, furent utilisées comme limites est et ouest. Ces structures préexistantes, parfaitement verticales et solides, étaient un don naturel du terrain. Pour le mur arrière orienté au nord, il le construisit avec de solides rondins de 10 pouces, méticuleusement façonnés pour épouser précisément les surfaces irrégulières du granit. Il s'assura qu'il n'y avait aucune ouverture, mais ses efforts allèrent au-delà de cela. Adjacente à cette cloison intérieure en rondins, il érigea un second mur intérieur composé de pierres empilées et maçonnées, formant un vide de près d'1 pied de large entre le bois et la maçonnerie intérieure. Il remplit ensuite densément cet espace de mousse desséchée et de sciure de bois, façonnant ainsi un bouclier robuste et isolant contre les rafales dominantes du nord. À ce stade, Briscoe Tate vint lui rendre visite, se tenant les bras croisés avec une expression de commisération professionnelle. « Soren, répéta-t-il, incorporer une telle quantité de pierre à l'intérieur est une erreur. » Sa voix résonna dans l'espace confiné tandis qu'il déclarait « Cela n'offre aucune flexibilité. Ce sera aussi froid qu'une crypte. Ce granit aspirera chaque once de votre chaleur corporelle. Il agit comme un drain thermique. Vous serez complètement gelé. » Soren arrêta son travail, essuyant la sueur de son front. Il regarda l'immense surface rocheuse, puis le constructeur estimé. « Un puits peut tout aussi bien fonctionner comme une source, Briscoe, » murmura-t-il doucement, avant de reprendre sa tâche. La façade orientée au sud présentait un contraste. Pour cette section, il construisit une ossature destinée à accueillir 2 fenêtres substantielles et précisément positionnées. Celle-ci constituait le composant le plus coûteux de la construction. Rufus Nye, qui transportait les cadres de fenêtres dans sa charrette, exprima ses propres réserves, malgré leur étanchéité méticuleuse. « Tout ce vitrage, Soren, fit-il remarquer, ne fait que fournir une autre voie d'évacuation pour la chaleur. Et qu'en est-il de l'humidité? Vous êtes pratiquement situé dans le lit d'un ruisseau. Vous devrez faire face à la moisissure et aux serpents dans vos quartiers de couchage. » Soren désigna un drain français qu'il avait précédemment creusé. C'était un fossé profond, rempli de gravier, s'étendant le long du pied des murs rocheux, conçu pour détourner toute humidité loin de la base de la cabane. L'humidité a un autre chemin, clarifia-t-il. Et le verre n'est pas principalement pour la vue. Son but est de laisser entrer la lumière du soleil. Le toit représentait l'élément final de la construction. Plutôt que d'utiliser des planches conventionnelles, il installa de solides chevrons en rondins, puis les recouvrit d'une membrane résistante à l'eau en écorce de bouleau, recueillie sur du bois tombé. Au-dessus de cela,
il appliqua une couche de gazon de prairie d'1 pied d'épaisseur, coupée en blocs compacts. L'herbe encore vivante créerait alors une couverture naturelle et isolante. La fonction du toit s'étendait au-delà de la simple répulsion de l'eau. Il constituait un composant vital de l'enveloppe thermique de la cabane. À l'intérieur, au lieu d'une grande fournaise en fer, Søren construisit un système de chauffage d'une nature complètement distincte. Au cœur de l'habitation, il érigea un poêle de masse. Cet appareil complexe, façonné à partir de briques, de pierres et d'argile, présentait un réseau élaboré et labyrinthique de passages internes pour la fumée et les gaz chauffés. Ce design particulier, connu sous le nom de Kasselofen, était un modèle qu'il avait vu employé par des constructeurs navals allemands. Il possédait un poids considérable, fonctionnait lentement et était d'une taille immense. Pour les habitants des environs, il ressemblait à un hôtel dédié à une divinité inconnue, occupant l'espace où un appareil de chauffage conventionnel et efficace aurait dû se trouver. Alors que les premières chutes de neige de novembre recouvraient légèrement les Black Hills, la cabane fut achevée. Son apparence était moins celle d'une habitation conventionnelle et plus celle d'une extension organique du terrain, ressemblant à un terrier de hobbit niché dans le sol. En s'approchant du nord, elle était presque imperceptible. Du côté sud, elle présentait une façade simple de bois et de verre, semblant regarder au-delà de 2 formations rocheuses proéminentes. Tyra, son épouse, avait fait preuve de patience et de foi. Pourtant, même elle nourrissait des réserves. « C'est excessivement sombre, Søren », avait-elle commenté, observant les imposants murs de roche. « Cependant, c'est robuste, et il n'y a pas de courant d'air. » La dérision de la communauté s'était transformée en une attitude discrète et observatrice. La structure non conventionnelle était achevée. Il ne restait plus qu'à attendre l'hiver. Le véritable test serait de comprendre l'efficacité de la cabane de Søren Lund. Il fallait saisir certains principes physiques fondamentaux qui lui étaient intuitifs, mais entièrement étrangers à ses voisins. Il percevait la pierre comme intrinsèquement froide, un adversaire de la chaleur. Søren, à l'inverse, la considérait comme un réservoir, un endroit pour accumuler la chaleur en vue d'une utilisation ultérieure. L'idée essentielle ici est la masse thermique. Diverses substances absorbent et dissipent la chaleur à des vitesses variables. Cette caractéristique est appelée capacité thermique spécifique. Une substance possédant une masse thermique minimale, comme les bois de pin d'une cabane typique, gagne rapidement de la chaleur et la perd avec une vitesse égale. Elle est incapable de retenir la chaleur. Par conséquent, une fois qu'un feu dans une cabane typique diminuait, la température interne chutait rapidement. La pierre, en particulier le granit des Black Hills, se comporte tout à fait différemment. Elle possède une masse thermique exceptionnelle, exigeant un apport énergétique substantiel pour élever sa température. Pesant environ 168 livres, un seul pied cube de granit peut retenir significativement plus de chaleur, quantifiable en l'unité thermique britannique, BTU, qu'un pied cube de pain, qui ne pèse que 28 livres. L'évaluation de Briscoe-Tate était juste. La pierre fonctionnait comme un réservoir de chaleur. La pierre absorberait facilement toute la chaleur disponible. Cependant, le plan architectural de Søren était spécifiquement conçu pour atteindre précisément cela. Saturer délibérément et efficacement ce réservoir thermique à sa capacité maximale. Son principal apport énergétique provenait du rayonnement solaire. Ces vastes fenêtres orientées au sud servaient précisément à cela. En hiver, le soleil décrit une trajectoire basse à l'horizon sud. Søren avait orienté sa demeure de manière à ce que, de la fin de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, les rayons solaires directs traversent ses ouvertures et illuminent le sol en pierre et la maçonnerie substantielle du mur nord. Tout au long de la journée, le soleil d'hiver intense et bas transférerait continuellement son énergie, sans coût, directement dans la masse thermique interne de la cabane. La pierre accumulerait progressivement de la chaleur, stockant ainsi d'innombrables milliers de BTU. Sa source d'énergie secondaire était le poêle de masse.
En revanche, un poêle en fonte typique est conçu pour un chauffage rapide et une émission de chaleur immédiate dans l'espace environnant. Cette méthode s'avère inefficace, car un volume important de gaz surchauffé et d'énergie latente est perdu directement par la cheminée. Le poêle de masse de Soren, cependant, a été conçu selon un principe opposé. Il allumait un feu compact et intensément chaud pendant seulement quelques heures. Le système de conduit de fumée étendu et complexe, intégré à la structure substantielle en briques et en pierre du poêle, était conçu pour extraire chaque calorie de chaleur possible de la fumée. Par conséquent, au moment où les gaz d'échappement sortaient de la cheminée, ils étaient froids. Toute cette énergie thermique, plutôt que d'être gaspillée, était assimilée par les centaines de livres de maçonnerie. L'approche de Soren était simple. Le soleil ferait la majeure partie du travail pendant les heures de clarté, énergisant les murs et le sol en pierre. Les feux compacts et très efficaces, allumés le matin et le soir, compléteraient alors cette charge et garantiraient que le poêle de masse lui-même resterait entièrement imprégné de chaleur. Une fois que ces composants en pierre substantielle atteignaient leur température optimale, ils se transformaient en un émetteur de chaleur doux et énorme. Contrairement à un poêle en fer qui expulse rapidement la chaleur, ces éléments déchargeaient progressivement et uniformément leur énergie accumulée sur une période prolongée. Toute l'étendue des murs, est et ouest, le sol et l'unité de chauffage centrale émettraient une chaleur douce et continue, maintenant ainsi une température ambiante constante tout au long de la nuit prolongée et glaciale. De plus, l'emplacement de la cabane, nichée entre les formations granitiques, offrait une protection presque idéale. Les vents d'hiver dominant à travers les Dakotas provenaient du nord-ouest. Sa demeure était entièrement protégée. Le vent était absolument incapable d'atteindre ses façades nord, est ou ouest. Cela atténuait considérablement la perte de chaleur par convection qui affligeait les cabanes non protégées de ses voisins. Soren avait construit plus qu'une simple habitation. Il avait conçu un mécanisme de chauffage passif et autorégulant, intégré harmonieusement à l'environnement naturel. Cet hiver-là, de 1883 à 1884, frappa avec une extrême sévérité. Il ne se manifesta pas comme un froid progressif, mais comme un assaut agressif. À la mi-décembre, un norveur bleu balaya la région. Le ciel devint d'un gris métallique et austère, et les températures chutèrent dramatiquement. Pendant une période continue de 3 semaines, la température est restée en dessous de zéro. Pendant les heures nocturnes, elle est tombée à 20, puis même 30 degrés en dessous de zéro. Le vent persistait comme une rafale incessante et hurlante, emportant violemment toute chaleur. Ce fut un hiver qui serait raconté pendant des générations. Pour les colons résidant dans leur cabane standard, cela ressemblait à un encerclement. Dans la résidence habilement construite de Briscoe Tate, la famille quitta toutes les pièces, sauf la cuisine. Ils accrochèrent des courtes pointes au-dessus des entrées pour créer une zone plus compacte et protégée autour de leur poêle qui brûlait intensément. Le poêle émettait une faible lueur rouge sans cesse, jour et nuit, épuisant leur importante réserve de bois à un rythme alarmant. Briscoe, un homme qui valorisait sa propre prévoyance, commença à scruter les arbres adjacents à sa cabane avec un nouveau calcul urgent. Ses fenêtres étaient rendues opaques par une couche d'un demi-pouce de givre interne. Rufus Nye, le charron, faisait face à une épreuve plus rude. Sa demeure était plus ancienne, son isolation inférieure. Dès la 2e semaine du grand froid, il avait épuisé sa réserve de bois dur séché, se résignant à brûler du pain humide. Ce bois crépitait et crachait, produisant plus de fumée que de chaleur. Une odeur âcre imprégnait l'unique pièce où sa famille mangeait, dormait et vivait désormais. Sa femme, fatiguée et anxieuse, observait leurs enfants trembler sous leur couverture. Dorothée Hackel, à la pension, découvrit d'abord sa pompe à eau complètement gelée, suivie par les tuyaux internes. Ceux-ci se rompirent ensuite avec un bruit semblable à un coup de feu dans le profond silence de la nuit. Toute la communauté était saisie d'un désespoir fragile et mordue par le gel. Pourtant, à l'intérieur de la petite cabane nichée parmi les rochers, une situation contrastée se développait.
Chaque matin glacial, avant l'aube, Soren se réveillait et remplissait la chambre de combustion de son poêle de masse avec un modeste fagot de bois sec. Il allumait ensuite un feu ardent et rapide qui brûlait intensément pendant environ 2 heures. Après cela, il scellait le conduit de cheminée, conservant ainsi toute la chaleur à l'intérieur de l'imposante structure en pierre. Il répétait ce processus pendant 2 heures supplémentaires chaque soir. Cela représentait seulement 4 heures de combustion par jour. À l'intérieur de la folie de lune, la température de l'air maintenait constamment un agréable 65 degrés Fahrenheit, complètement exempte de courants d'air froid. Les murs massifs en pierre, que ses voisins avaient prédit être sa perte, rayonnaient de chaleur au toucher. Axel et Freya jouaient librement sur le sol en pierre, en chemise à manches courtes, leurs activités n'étant plus limitées à un petit rayon autour d'un poêle dangereux et brûlant. Thyra préparait du pain sur la surface chauffée du poêle de masse, son arôme imprégnant l'intérieur douillet. Les jours ensoleillés, la lumière du soleil inondait les fenêtres orientées au sud, rendant la cabane encore plus accueillante. La structure accumulait de l'énergie thermique pour la nuit à venir. Leur existence transcendait la simple survie. Ils jouissaient d'une vie confortable et tranquille, même si le monde extérieur luttait désespérément pour son existence. Leur réserve de bois, que Soren avait initialement jugée potentiellement insuffisante, semblait pratiquement inépuisable. L'hiver cessa d'être une épreuve oppressante et se transforma en conditions atmosphériques ordinaires. L'incrédulité de la communauté atteignit son paroxysme durant la 3e semaine de la vague de froid intense. L'épouse de Rufus Nye, observant les tremblements léthargiques de ses enfants et les yeux irrités par la fumée de son mari, exigea finalement une action. « Va voir les Lund », lui ordonna-t-elle. Personne ne les a vus dans cette étrange demeure en pierre. Ils pourraient être en sérieuse difficulté. Vas-y, immédiatement. Rufus, appréhendant ce qu'il pourrait découvrir, enfila son épée par-dessus et s'aventura dans le froid rigoureux et balayé par le vent. Le court trajet jusqu'à la cabane de Soren sembla interminable. En s'approchant de la cabane, il ne vit aucune fumée s'échapper de la cheminée. Et une vague de terreur lui serra l'estomac. Il craignait qu'ils n'aient épuisé leur combustible et succombé au froid. Il se précipita vers l'entrée et frappa, ses doigts semblant sans vie. Lorsque la porte s'ouvrit, il ne fut pas accueilli par un souffle d'air glacial, mais par une chaleur douce et enveloppante. Cette chaleur différait significativement de la chaleur intense et sèche de son propre foyer. Elle était douce, enveloppante et complète. Il resta immobile, absolument silencieux, contemplant le tableau intérieur. Soren Lund était assis calmement à une table, sculptant méticuleusement du bois, tandis que Thora tricotait. Les 2 jeunes enfants étaient par terre, occupés avec des blocs de bois. Aucun d'eux ne portait de vêtements d'extérieur. « Rufus !» salua Soren d'un hochement de tête tranquille. « Entrez donc, il fait assez froid dehors. » Rufus entra maladroitement, son esprit s'efforçant de comprendre les informations sensorielles qu'il recevait. Il examina la pièce, remarquant les murs de pierre non décorés et l'absence de feu ardent. La famille semblait parfaitement à l'aise. Il tendit la main et toucha l'énorme dalle de granit qui constituait une section du mur de la cabane. Elle n'était pas froide. Au lieu de cela, elle était remarquablement, incroyablement chaude. « Comment ?» balbutia Rufus, la voix rauque. « Comment est-ce possible ? Mon propre poêle brûle ardemment depuis 3 semaines consécutives, et mes fenêtres sont lourdement givrées. Nous incinérons du bois non sec juste pour survivre. Pourtant, vous n'avez aucune flamme visible. » Soren désigna alors le poêle de masse positionné au centre de la pièce. Il a déclaré « Je l'ai nourri plus tôt aujourd'hui. Son cœur est simplement rassasié. Cette pierre me sert de foyer. Je lui donne juste un peu de nourriture le matin et le soir. » L'information s'est répandue plus vite que le froid.
Le récit que Rufus Nye avait partagé à propos de la cabane chauffée par la pierre semblait trop incroyable pour être accepté, mais trop sincère pour être ignoré. En conséquence, Briscoe Tate est arrivé personnellement le lendemain. En tant qu'autorité principale, constructeur expérimenté et détracteur le plus virulent, sa réputation professionnelle était dans une certaine mesure en jeu. Avec une expression sévère, il s'approcha de la demeure, résolu à découvrir la supercherie ou l'incohérence dans le récit. Soren le laissa entrer en silence. Briscoe se plaça au centre de la pièce, tournant lentement, sentant l'atmosphère. Il observa les enfants endormis, blottis dans un coin, leur respiration calme, leurs joues rougies d'une chaleur saine. Pas de maladie. Il se dirigea vers le mur est, la grande dalle de granit, et y posa fermement sa main ouverte. Imitant Rufus, il ferma ensuite les yeux. À cet instant, toute son expérience, englobant son expertise en mesure de bois, en résilience des matériaux et en technique de menuiserie, sembla insuffisante. Il perçut la chaleur profonde et accumulée émanant de la roche. Il réalisa qu'une explication des principes scientifiques lui était inutile. Étant quelqu'un d'habile avec les matériaux, il pouvait discerner la réalité inhérente à la pierre. Ouvrant les yeux, il croisa le regard de Soren Lund, qui l'observait en silence. Sa seule réaction fut un hochement de tête délibéré, signifiant une profonde admiration. Après une longue période de silence, Briscoe finit par prononcer des mots, son ton feutré par une nouvelle compréhension. « Nous avons combattu le froid, Soren, » déclara-t-il. « Pendant tout ce temps, nous l'avons combattu. Mais toi, tu as collaboré avec lui. » L'hiver rigoureux, qui avait presque dévasté la communauté, l'a finalement transformé. Alors que les températures glaciales reculaient avec l'arrivée du printemps, l'histoire du Rocher de Lune était déjà devenue un mythe régional. La dérision s'est estompée de la mémoire, supplantée par une révérence profonde et tacite. Les foyers s'approchaient de Soren, non pas pour demander la charité, mais plutôt la sagesse. Il n'a jamais étalé ses réalisations. Au lieu de cela, c'était un individu réservé, motivé par le bien-être de sa famille et non par un désir de reconnaissance. Il les accompagnait sur leurs propriétés, indiquant non pas les zones planes et pratiques, mais plutôt les pentes exposées au sud, les formations rocheuses apparentes et les barrières naturelles contre le vent. Il s'abstint de construire des structures pour eux. Au lieu de cela, il leur transmit les concepts fondamentaux. Localisez la masse thermique, conseillait-il. Utilisez l'énergie du soleil et protégez-vous du vent. La transformation ne fut pas instantanée, mais elle s'avéra concluante. L'année suivante, à l'arrivée d'un nouveau foyer, Briscoe Tate leur recommanda personnellement de construire une habitation plus compacte, creusée dans une colline exposée au sud, avec une cheminée en pierre substantielle en son centre. Rufus Nye reconstruisit sa résidence, intégrant une solide barrière de pierre sur son côté nord. En 1886, une évaluation du comté documenta qu'au moins 7 nouvelles fermes avaient été érigées, intégrant ce que le journal local de Deadwood appelait la technique de construction danoise, louant son exceptionnelle conservation d'énergie et son confort. Les individus commencèrent à envisager non seulement la protection, mais des cadres de vie complets. Ils commencèrent à considérer l'environnement naturel non pas comme quelque chose à surmonter, mais comme un ensemble de ressources à exploiter. La conception instinctivement élaborée de Soren Lund était en vérité 100 ans en avance sur son époque. Les structures qu'il érigea dans la frontière du Dakota seraient par la suite formellement désignées par les professionnels de l'architecture et de l'ingénierie. Sa fenestration orientée vers le sud et son utilisation de la masse thermique représentaient une illustration idéale de l'architecture solaire passive. Les importantes barrières de pierre, qui absorbaient la chaleur solaire et la restituaient pendant les heures nocturnes, fonctionnaient de manière assez similaire à un mur trombe. C'était un concept qui ne recevrait pas de protection par brevet avant les années 1960.
Grâce à une observation attentive et à un besoin pratique, il avait conçu une habitation économe en énergie et autorégulée. Cette innovation serait plus tard confirmée par la science de la construction contemporaine à l'aide de simulations informatiques complexes et d'analyses thermographiques. Søren Lund, le constructeur de bateaux danois, n'avait aucune utilité pour de tels outils sophistiqués. Il possédait le soleil, la roche et une compréhension des mécanismes du monde naturel. Une morale significative peut être tirée du récit de l'excentricité perçue de Lund. Briscoe Tate était loin d'être ignorant. Il était un expert dans son métier. Il possédait une connaissance approfondie de la construction d'une habitation en rondins. Cependant, ses connaissances spécialisées avaient involontairement restreint sa perspective, l'empêchant de percevoir des solutions au-delà de ses méthodes conventionnelles. Il considérait la pierre comme un obstacle, ce qu'elle était effectivement dans le cadre de ses pratiques de construction. La rude frontière, malgré ses difficultés, était un domaine d'une profonde praticité. La frontière n'honorait pas les doctrines ou les traditions rigides pour elle-même. Au lieu de cela, elle valorisait l'efficacité pratique. L'intention de Søren n'était pas d'être un innovateur ou un révolutionnaire. Il était simplement un père qui ne pouvait supporter de voir ses enfants frissonner pendant un autre hiver. Sa solution ingénieuse est née d'une combinaison d'empathie et d'observation attentive. Il a simplement abordé le défi avec la perspective nouvelle d'un étranger, en appliquant des principes qu'il avait maîtrisés dans un autre métier. C'est peut-être l'essence de la vraie sagesse, non pas seulement accumuler un ensemble de compétences, mais posséder la capacité de saisir la physique profonde et sous-jacente d'un problème. Cela demande l'humilité de reconnaître que la roche comprend intrinsèquement mieux le stockage de la chaleur que nous, et l'ingéniosité d'exploiter cette connaissance à son propre avantage. C'est ainsi que le véritable progrès se manifeste à la frontière, non pas par des déclarations grandiloquentes ou des théories élaborées, mais par le dévouement tranquille et méthodique d'un homme déterminé à garder sa famille au chaud, en permettant à la pierre et au soleil de fournir du chauffage gratuitement. Si aujourd'hui vous avez acquis une nouvelle perspective sur le pouvoir de réévaluer un ancien problème, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires de sagesse perdue de la frontière et d'ingénierie oubliée. Je suis curieux de savoir, quelle est l'application la plus ingénieuse de matériaux naturels que vous ayez jamais vue ou dont vous ayez entendu parler? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Avertissement. Cette vidéo présente une reconstitution inspirée de l'histoire, destinée uniquement à des fins éducatives et narratives. Bien que les techniques et les principes scientifiques abordés soient ancrés dans des pratiques historiques authentiques et la science moderne du bâtiment, les personnages, noms et événements spécifiques dépeints ici sont entièrement fictifs. La mise en œuvre de toute technique de construction, qu'elle soit historique ou moderne, doit strictement être conforme aux normes de sécurité actuelles, au code du bâtiment et aux exigences réglementaires. De plus, ce contenu ne doit pas être interprété comme un conseil professionnel en ingénierie, en architecture ou en droit.